aujourd'hui, le software en France, il n'est pas encore présent dans les CAC 40. Il n'y a pas encore une boîte tech française qui est dans le CAC 40. Alors que dans les FT 120, dans les boîtes américaines les plus grosses, les 5-10 premières sont software ou hardware. Ils ne sont plus Coca-Cola, ne sont plus les pétrolières, ne sont plus les banques, ne sont plus les Goldman Sachs. Donc en fait, cette trajectoire que les Américains ont fait, on la fera, mais en retard. Mais aujourd'hui, tant qu'il y a 0 dans le CAC 40, ça vous montre le potentiel que le software français peut prendre. Et ça ne sera pas des HEC qui le feront. Parce que sinon, ce serait Harvard Business School qu'ils auraient fait aux States. Donc en fait, il y a encore un vide énorme. Tout à l'heure, tu me demandais si on était dans une bulle. Et moi, je pense qu'en France, on est dans le contraire de la bulle. Parce qu'on n'est pas encore du tout avancé. Dans l'économie, la partie du software, elle est encore très lointaine. Alors peut-être que les Américains nous la prendront en ramenant leur software ici et en prenant notre marché. Mais en fait, si vous le faites, il n'y a pas de raison. Si vous vous attaquez à ces marchés-là, il n'y a pas de raison que les Américains nous le prennent, quoi. On devrait plutôt nous prendre l'Europe. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je vous l'expliquais après l'histoire de Legal Place, nous, on voit quand même beaucoup que les Américains n'arrivent pas facilement à prendre l'Europe parce que leur marché est très profond, ils ont beaucoup de temps à prendre tout le marché américain. Parfois, quand ils vont en Europe, ils prennent UK, Australie, l'ancien monde anglo-saxon, quoi, avant de rentrer dans l'Europe continentale. Donc en fait, il y a le temps dans beaucoup de secteurs pour rentrer, pour prendre le marché français et parfois européen quand il le faut. Du coup, je fais une intro rapide sur mon parcours, juste pour que vous me positionniez un peu. Et ensuite, je vais parler de quelques sujets. Si vous avez des questions ou c'est des sujets qui vous semblent tellement évidents que vous voulez approfondir, vous pouvez me couper et poser les questions si c'est trop évident pour vous, parce que je ne connais pas votre degré de maturité sur ces sujets-là. À mon époque, quand j'étais étudiant, élève ingénieur, on ne connaissait pas le mot start-up. Ça n'existait pas. Dans le vocabulaire, il n'y avait aucun cours qui parlait de ça. Les profs entrepreneuriat, c'était des profs pas du tout tech, vraiment très loin de tech. Genre, c'était des business classiques, PME. À Cambridge, c'était différent. On avait vraiment Silicon Valley qui venait, avec beaucoup de fondeurs américains qui venaient, etc. Mais même à Cambridge, notre prof business, c'était l'ancien monde. Il arrivait en Aston Martin, il nous parlait des PME, et ça, c'était pas le même délire. Donc, je connais pas à quel point ça a changé, j'espère beaucoup. Mais du coup, si c'est trop basique ce que je dis, parce que j'ai l'habitude de parler sur Insta à des gens de tout milieu, donc parfois je suis très basique, n'hésitez pas, comme ça on peut profiter pour approfondir les sujets. Ok, donc moi j'ai fondé la boîte quelques années après avoir été en école. Je suis venu en France pour faire l'école d'ingénieur. J'avais pas de financement ni familial ni bourse. Et du coup, j'ai dû créer ma première boîte en école. C'était une boîte de prestation de services, donc très basique. Ça m'a permis de me financer parce que c'était autrement impossible et j'allais juste quitter pour juste les moyens financiers, quoi. Et ensuite, ça a très bien marché pour moi d'un point de vue prestation de service et j'ai pu même payer Cambridge qui était très cher pour moi à l'époque. Ça coûtait 30 000 pounds l'année pour vous donner une idée. Et c'est 30 000 de l'époque, c'est pas les 30 000 d'aujourd'hui. Parce que l'inflation, elle est très forte et ça n'a plus la même valeur. Et donc voilà, j'ai réussi à finir les études comme ça, j'ai survécu à cette phase-là. Et ensuite, j'ai arrêté la prestation de service, même si je gagnais plus que les premiers salaires qu'on touchait statistiquement en sortant, donc en faisant un cabinet de conseil ou je sais que sais-je. Mais pour des raisons administratives, j'ai dû passer par une case CDI et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher ma prochaine aventure qui devait être produit. J'étais obsédé par le fait de créer un vrai produit très très scalable que beaucoup de gens devaient utiliser. Et on a créé Legal Place qui se focus d'abord sur la création de société, qui était un énorme problème, parce que pas facile. On l'a craqué. Aujourd'hui, 6 à 7% des entrepreneurs qui se lancent en France passent par Legal Place pour créer leur boîte. Donc vous serez confrontés un jour à ça, peut-être même cette année. Et ensuite, une fois qu'on a craqué très bien ce problème-là, on a commencé. Donc on est l'outil le plus utilisé en France pour créer une société. Quand tu prends les gros cabinets d'expertise comptable, les gros cabinets d'avocats et les autres outils qui peuvent exister, on a le plus gros nombre d'entrepreneurs par an qui créent sur. Donc ça, c'est un gros achievement pour nous. Et un next step pour nous maintenant, c'est de passer à la suite de l'entrepreneur, de la vie de l'entrepreneur, c'est la comptabilité. Donc on a lancé notre service de compta automatique pour faire la compta de sa boîte en ligne via une app mobile, quoi, la plupart du temps, et sans trop poser de questions à des experts comptables, sans payer très cher, etc. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, les créateurs d'entreprises qui passent par Legal Place prennent la partie accounting
et prennent la partie banking. Parce que du coup, on a lancé aussi notre solution de banking, ce qui fait on est une néobanque, on a une carte de crédit, et donc l'entrepreneur n'a pas besoin d'aller prendre des rendez-vous chez BNP, Société Générale, attendre, parler à un humain, négocier le prix, etc. Là, c'est automatique, tu appuies sur des boutons, tu crées ta boîte et tu as ton compte bancaire, et tu commences à... Le but, c'est quand tu crées ta boîte, c'est pas de passer beaucoup de temps sur ces questions-là, c'est plutôt d'avoir tout de suite un cabis et commencer à facturer tes clients. Donc le but, c'est de le rendre le plus simple possible. Voilà, donc aujourd'hui, on est à peu près 200 personnes, dont beaucoup d'ingénieurs, et on a levé plusieurs fois, on a levé 3 fois. Donc si c'est un sujet qui vous obsède, parce que beaucoup de gens fantasment sur les levées de fonds, je peux le développer. Donc on a levé 3 fois. La dernière, c'était 20 millions pendant la crise, quand tout s'est cassé la gueule. Donc c'était une expérience particulière d'aller se confronter aux VC que je connaissais tous par ailleurs, parce que je les ai déjà vus 2 fois. En général, on parle avec tout le monde et tout le monde nous parle. Mais leur parler dans le moment d'euphorie, quand eux te courent après pour te pousser à lever des fonds, alors que tu n'en as pas besoin, c'est très différent de leur courir après quand tu as besoin d'argent et que le marché est très, très déprimé. Et donc, c'était un moment très particulier. Mais c'était ça notre dernière levée de fonds. Donc voilà, ça c'est un peu le parcours. Donc moi, je suis CEO. J'ai fait beaucoup de produits. C'est moi qui ai fait l'architecture tech de la boîte au début, donc j'ai fait de la tech. J'ai géré une partie sales de la boîte. On a plusieurs dizaines de vendeurs. J'ai fait beaucoup de marketing et j'en fais encore sur du contenu maintenant, mais on a fait du marketing performance, donc les publicités, les réseaux sociaux, du contenu gratuit, du paid, etc. Et j'ai fait beaucoup de recrutement. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais à partir d'une certaine taille, aujourd'hui je vais parler surtout du début, mais en fait, ça vous intéresse moins les sujets de après que la boîte soit un peu établie, que vous êtes 20, 30, 40 salariés. Mais quand vous êtes 20 ou 30 ou 40, le rôle du CEO change complètement. D'ailleurs, il change tous les 6 mois au fur et à mesure que la croissance est là. Et parce que la boîte change de taille entièrement tous les 6 mois, en fait. Je vais vous parler après de croissance pour que vous vous rendiez compte. Mais du coup, mon rôle changeait quasiment entièrement tous les 9 mois, 6-9 mois. Et à partir d'une certaine taille, le rôle du CEO devient quasiment pour moitié du recrutement. Et peu de gens le réalisent, parce que j'ai des potes qui me disent « Mais pourquoi tu ne prends pas des cabinets de chasse ou une chasseuse ou une talent acquisition, etc. » Mais en fait, comme la seule chose qui compte dans ce type de boîte, c'est le recrutement, tu es obligé de le faire toi-même, parce que tu es supposé ramener des gens qui sont plus smart que toi. C'est vraiment l'objectif de CEO, c'est d'arriver à faire ça. Et si tu ne peux pas le faire, ça limite beaucoup la taille future de ta boîte, quelle que soit l'idée géniale et incroyable que tu as pu intuiter, que tu as pu trouver. La seule limite que tu as, c'est vraiment les talents qu'il y a dans la boîte. Et donc, c'est peut-être pas d'actualité pour vous, mais ça l'est un peu quand même, parce que votre cofondateur, c'est un peu un recrutement. Votre 3e personne, 4e personne dans la boîte, les 10 premières personnes sont vraiment... elles vont faire ou défaire la boîte, quelle que soit l'idée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure idée au monde, c'est vraiment les 10 premières personnes qui vont faire le succès de la boîte. Et si vous avez une idée de merde, c'est via eux que vous allez pivoter, trouver la bonne idée et marcher quand même. C'est pour ça que les investisseurs ne regardent quasiment que l'équipe. Vous pouvez faire des pitchs, des PDF, des PowerPoint, des Excel, etc. Mais tout ce qui compte vraiment, c'est qui sont les gens qui lancent cette boîte-là, quoi. C'est pour ça que les founders qui ont déjà un succès lèvent quasiment sans aucune preuve, sans chiffres. Ils lèvent sur un PowerPoint, parce qu'on sait qu'ils ont déjà prouvé qu'ils sont de très bons fondateurs, quoi. Alors que vous, au début, on ne sait rien de vous. Donc c'est un peu compliqué. Donc on vous demande un peu de chiffres, de l'attraction. On va essayer de vous situer en entretien pour voir est-ce qu'on peut vous confier la mission de créer une boîte de grande ampleur, quoi. Donc aujourd'hui, je vais parler argent. Je vais commencer par parler argent parce que c'est quand même le sujet. Je vais parler d'idées, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi sur les idées. C'est quoi une bonne idée, comment trouver, etc. Je vais parler de croissance, parce que je pense que c'est très, très abstrait pour vous, mais on le vit physiquement quand on est fondeur, la croissance. Je vais parler de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fondateur jeune? Ça change beaucoup entre un mec de 22 ans et un mec de 38, par exemple. Statistiquement, un mec qui réussit sa boîte, il a 35, 36 quand il démarre sa boîte. Donc,
vous partez contre les stats quelque part quand vous démarrez jeune, mais vous avez des avantages quand même. Je vais en parler. Ensuite, je vais parler de psychologie un peu de fondateur, parce que c'est un élément très très important, et de clients et de marketing à la fin. Donc si vous voyez qu'il y a des sujets on fera Q&A après, donc on pourra évoquer d'autres sujets. Mais ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'il faut savoir, quoi. Donc, le sujet argent, il est hyper crucial parce que c'est pas un sujet facile, l'argent. C'est-à-dire qu'on dit tous qu'on fait pas ça pour l'argent, ce qui est vrai, parce qu'il y a toujours des motivations très, très personnelles. Mais en même temps, c'est quand même un sujet d'argent. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'argent ou que vous le dénigrez, si vous dénigrez l'argent, vous n'allez jamais l'attirer vers vous, en fait. Votre énergie sera tellement négative envers ça qu'il ne va jamais venir vers vous. Et on n'est pas en train de parler de social, on n'est pas en train de parler de social entrepreneurship, qui ne marche jamais, qui n'a jamais marché. On parle vraiment de business, là. Donc si vous avez un vrai problème profond parce que vous êtes issu d'une famille d'intellectuels, d'académiciens, de professeurs, de journalistes, ou tous les gens qui n'aiment pas trop l'argent, c'est compliqué. Vous allez vivre une schizophrénie. Et je sais qu'en école d'ingé, on a beaucoup. Parce qu'on n'est pas dans des business schools, on est dans des écoles où quand même les milieux sociaux dont vous êtes issus ne sont pas forcément toujours hyper à l'aise. Donc si vous avez un système de valeurs familiales qui vous rend mal à l'aise avec ce sujet-là et que vous êtes schizophrénique en mode « ouais, je ne peux pas en parler trop avec ma famille d'argent parce que c'est tabou, mais en même temps c'est ce que je veux faire », il faut arriver à fixer ça. Chacun a sa manière de le fixer, mais l'argent c'est vraiment le sang dans une boîte. C'est-à-dire que sans ça, la boîte n'existe pas. Mais une des façons que je trouve hyper intéressante de fixer ce sujet-là et de ne plus avoir de problème avec, c'est de dire c'est de comprendre en fait le sens de l'argent. L'argent n'est pas la finalité, n'est jamais la finalité. Mais quand on est très jeune, on ne comprend pas ça parce qu'on se dit, bah si, quand même, l'argent, c'est le confort de vie, c'est pour vivre bien, c'est pour acheter, je ne sais pas, une Lamborghini ou que sais-je. Mais en fait, ces trucs-là sont hyper secondaires chez les gens qui ont vraiment cette obsession-là. Parce que l'argent, par définition, c'est un moyen d'acheter des heures de travail d'autres personnes. C'est fondamental de le comprendre. C'est juste un intermédiaire, en fait, l'argent. C'est jamais... Tu vas pas bouffer ça si tu es dans un bunker, quoi. Donc, en fait, ça ne sert à rien en soi, mais en fait, c'est un intermédiaire pour acheter des heures de travail. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes un iPhone, tu es en train d'acheter toutes les heures de travail de toute la chaîne, de ceux qui ont extrait la matière première, le designer, le mec qui le vend, le marketeur, tous ces gens-là, ils ont travaillé des heures et toi, tu as juste, via l'argent, ça te donne ce moyen-là de l'acheter. Et en fait, tu peux aussi acheter les heures de travail de ton équipe, dans ta boîte, mais aussi après, quand tu es très 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 gros, des heures de travail des journalistes. Parce que bien sûr, tous les médias appartiennent au capital. Donc c'est ceux qui sont dans le game du capital qui peuvent décider d'orienter l'argent et donc l'effort de tout le monde dans quelle direction. C'est eux qui vont financer les penseurs qui écrivent, c'est eux qui vont financer les journalistes, etc. Et donc en fait, quand tu es dans le game du capital, c'est ce pouvoir-là que tu achètes à la fin. Et ce n'est pas juste le confort de vie. Donc en fait, c'est hyper important de se dire, si vous dénigrez trop l'argent parce que c'est un sujet de luxe et vous n'êtes pas dans le luxe, etc., et vous trouvez que c'est superficiel, que ce n'est pas profond, que ce n'est pas assez noble, en fait, dites-vous que posez-vous la question de c'est quoi vraiment la définition de l'argent et à quoi sert l'argent en général, et vous allez trouver que c'est beaucoup plus profond. Et ceux qui pèsent dans la société sont ceux qui détiennent le capital. Les autres, en général, ont toujours besoin d'être financés. Même ceux qui sont les plus écoutés dans les médias, c'est des gens qui restent quand même hyper dépendants du capital. Donc en fait, vous êtes dans le game du capital, et ce game-là, c'est pas un game de luxe et de confort de vie, en fait. C'est autre chose. Donc en fait, il faut vraiment intégrer ça parce que c'est un sujet important de se déstresser sur l'argent. Et un conseil important, c'est que si vous cherchez des cofondateurs, il faut qu'au moins un dans l'équipe soit vraiment kiffe l'argent. Parce que sinon, les décisions quotidiennes que vous allez prendre vont aller dans un mauvais sens. Par exemple, chez les ingénieurs, il y a un biais, c'est faire du beau produit, quoi. C'est élégant, ça doit être élégant, ça doit craquer un problème noble, un problème que les chercheurs essayent de craquer, etc. Et en fait, vous allez tellement pas être obsédé par la rentabilité que vous n'allez pas construire un truc économiquement intéressant. C'est-à-dire que vous n'allez pas construire ce que les gens cherchent vraiment, vous allez construire ce que vous aimez vous et ce qui vous passionne vous. Ça, on le voit très souvent, des gens qui bossent 2 ans de leur vie sur un projet, qui mettent beaucoup d'argent. Et à la fin, ils ont construit ce qu'eux voulaient avoir.
et pas ce que les clients veulent. Mais quand tu es orienté cash, dès le début, chaque semaine, ce qui t'obsède, c'est ton client, est-ce que ton client a besoin, qu'est-ce qu'il veut vraiment, et tu construis ce qu'il veut. Et donc, si tu as quelqu'un dans l'équipe qui kiffe ça, qui parle beaucoup argent, il va être un peu le gardien du temple et dire, écoute, là, on dévie trop, tu es en train de me faire un truc très, tu vois, c'est de l'art ce que tu es en train de faire, les gens ne veulent pas ça, est-ce que tu as vraiment checké que cette fonctionnalité, les gens la veulent, etc., etc. Donc, au moins un dans l'équipe. Moi, j'ai beaucoup de potes qui n'aiment pas l'argent et qui sont entrepreneurs. Et en fait, c'est vraiment une grosse galère, quoi. Tu peux pas aller très très loin, en fait. C'est hyper limité parce que tes décisions quotidiennes vont pas te mener dans le bon sens. Et donc, puisqu'on parle argent, il faut parler levier. Je sais pas qui d'entre vous a la notion de l'effet de levier. Levez la main si vous connaissez bien l'effet de levier, c'est quoi? À peu près? Ok, bon, on a une demi-personne qui... Ok, bon, je vais expliquer et tu vas voir. En fait, l'effet de levier, c'est le seul moyen pour construire un capital, pour construire une fortune. C'est le seul moyen. Et donc, il y a 3 gros effets de levier connus qui sont utilisés aujourd'hui, qui n'ont pas été tous là dans l'histoire. Il y en a qui sont beaucoup plus modernes que d'autres. Donc, le plus ancien, c'est la force de travail des autres. Ça, c'est le levier le plus important, le plus ancien, on va dire, et le plus utilisé, je pense. C'est juste de dire que si toi, tu délivres un service, une prestation de service, tu fais du conseil, bah, tu as une marge, c'est tant d'euros par mois. Et si tu as 40 consultants et que tu as 30% de marge sur ce qu'eux vendent, bah, en fait, tu as 30% x 40, donc ça sera toujours plus que 100% de toi. Et en fait, c'est un levier hyper ancien, c'est ça qui a permis de construire des gros édifices, des pyramides, etc. C'est vraiment le temps de travail des autres. Mais c'est hyper laborieux parce que pour faire un peu de marge, il faut beaucoup de gens et beaucoup de recrutement. Dites-vous que les cabinets de conseil qui viennent vous rendre visite ici font 30% de marge sur votre temps, parce qu'il y a 30% de coûts de prospection et de structure. Il y a 30% de coûts salariaux, c'est vos salaires, et il y a 30% à peu près de marge qui se dégage. Alors ça change bien sûr d'une boîte selon est-ce que c'est haut de gamme ou pas, etc. Mais ça vous donne une idée. Donc imaginez-vous un mec qui doit faire plusieurs millions d'euros par an. Combien il doit avoir de consultants, combien il doit en recruter, combien il doit maintenir chez lui parce qu'il faut remplacer ceux qui partent, il y a du turnover. Ils font une DRH pour gérer tout ce monde-là parce que bien sûr ils vont demander plein de trucs, etc. Donc c'est vraiment laborieux et tu es limité par le nombre de salariés que tu as. Mais c'est un effet de levier connu et le fait de le connaître va changer un peu votre perception parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas ce concept-là, plutôt l'inverse. Si vous le connaissez, ça va vous faire gagner beaucoup d'années parce que connaître cet effet de levier et l'avoir en tête fait que vous allez déléguer beaucoup plus automatiquement. Parce que vous allez moins faire vous et comprendre la puissance de déléguer. Parce que vous allez vous dire, en fait, je ne suis pas en train d'utiliser le levier si je fais tout moi-même. Alors bien sûr, je le ferai mieux que d'autres, mais si les autres le font à 70% de ce que moi je suis capable de faire, mais comme ils seront 10 ou 20, je serai gagnant et j'aurai un effet de levier. Il y a une citation qui dit « Donnez-moi un levier suffisamment long et je soulève la terre ». Bon, c'est Archimède qui dit ça. Ça donne une image de c'est quoi l'effet de levier, quoi. C'est ça qui permet de construire une fortune. Donc ça, c'est le premier effet de levier, classique, mais douloureux, laborieux, lent, parce que vous ne pouvez pas faire une énorme croissance dans un temps très limité avec un effet de levier sur des jours hommes, sur des salariés. Deuxième effet de levier, c'est le capital, c'est l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez employer cet argent-là dans des projets qui vont faire que vous allez faire des multiples. C'est-à-dire que vous investissez 2 millions de votre... Il faut avoir un gros capital. Vous investissez 2 millions sur un projet qui en devient 10, vous mettez dans du Bitcoin au début, ça devient fois 100, etc. etc. Donc vous employez votre argent dans des projets pour faire levier sur ce que vous avez déjà. Et en fait, c'est ce que moi je fais par exemple quand je lève 20 millions d'euros. Le but, c'est que j'utilise ce cash-là dans des projets dans la boîte qui transforment ce cash dormant en quelque chose qui produit de la valeur tous les mois. Et donc, c'est un effet de levier financier. Pour pouvoir jouer dans ce game de levier financier, il faut avoir quand même un capital important. Parce que si vous avez 1 million ou 2, vous n'allez pas pouvoir l'employer beaucoup sur plein de projets, donc c'est beaucoup trop risqué. C'est le game dans lequel vous êtes une fois que vous avez vendu une boîte, par exemple. Là, vous commencez à déployer. Si vous prenez les bonnes décisions, vous faites levier sur ce cash-là. Je ne sais pas si l'image est claire de l'effet de levier. Mais le dernier effet de levier le plus moderne,
Et je pense qu'il faut avoir du vécu pour sentir la différence entre celui-là et les deux autres. C'est le software. Parce que le software est tellement scalable que si vous écrivez une ligne de code, cette ligne de code peut générer du chiffre et peut être utilisée par des milliers de gens, ou des centaines ou des millions. Et ça ne change rien en fait. Vous n'avez pas besoin de recruter 100 fois plus si vous avez 100 fois plus d'utilisateurs. Donc en fait, quelque part de chez vous, avec des lignes de code, vous pouvez réaliser l'équivalent d'un effet de levier de 40 ou 50 salariés dans une boîte de conseil ou de plusieurs millions d'euros en capital pour quelqu'un qui utilise un capital. Alors que c'est juste une ligne de code. Donc en fait, vous avez une chance exceptionnelle d'être au cœur de ce troisième levier, parce que c'est le levier le plus vertueux qui soit. Et jamais dans l'histoire, c'était plus simple d'avoir un effet de levier aussi gros. Il y a un autre effet de levier, c'est le média qui est très proche du code, parce que le média, c'est comme le code, c'est-à-dire que vous ne le faites qu'une fois, et en fait, ça peut être consommé par des millions de gens, et vous n'avez pas besoin de fournir un effort pour chacun qui consomme ce service-là. Alors que le conseil, chaque nouveau client qui vient, vous devez refaire tout pour lui, retravailler, donc vous êtes limité. Donc l'effet de levier média/code, c'est quelque chose dans lequel vous êtes, parce que même les médias aujourd'hui, c'est des algos. C'est-à-dire que même pour réussir dans le monde média, il faut craquer des algos. C'est ce qu'on fait avec Hugo dans Instagram et YouTube, où on a peut-être 5 millions de vues par mois sur nos shorts, mais c'est parce qu'on a compris l'algo, quoi. Et en fait, vous êtes dans une position tellement privilégiée que vous avez accès aux meilleurs leviers de l'histoire, mieux que tous les autres étudiants qui sont dans d'autres parcours, en fait. Donc c'est un peu abstrait, peut-être. Je ne sais pas si c'était clair, les leviers, mais quand vous comprenez ce concept de manière profonde, vous changez complètement votre perception de comment construire une fortune. Parce que sans effet de levier, tu ne peux rien accumuler, en fait. Tu restes sur du revenu hyper limité, donc c'est quasiment comme si tu étais salarié, en fait. Donc ça ne change rien. Et on est quand même ici pour des outcomes qui sont qui outsize largement ce que tu peux construire avec de l'épargne salariale. Et en fait, je pense qu'il y a un sujet important sur cette question d'argent pour finir, c'est qu'il y a des pensées limitantes qui nous limitent beaucoup avec l'argent. Et ces pensées limitantes-là, je vais les illustrer pour vous avec un simple test qui est assez ouf. Si vous regardez tous ensemble là, ce qu'il y a dans la pièce et que vous cherchez tout ce qui est de couleur blanche, et vous regardez bien, et tout ce qui est blanc, il faut le noter. Okay, donc là, on regarde les tables, ces trucs-là de prise, cet appareil-là, etc. Il y a pas mal de blanc ici. Si on regarde tout ce qui est blanc là, et qu'on se concentre bien, et ensuite, si on ferme les yeux, vous fermez les yeux, et vous pensez maintenant à qu'est-ce qui est rouge dans la pièce. En fait, vous n'avez aucun truc rouge dans la tête, ou presque, parce que en fait, le fait d'être focus que sur du blanc fait que ta tête ne pense qu'à du blanc. Et cette image-là, elle est hyper forte parce que l'image, elle se traduit par quoi? C'est que si tu penses quelque chose, tu as une opinion, si tu as une opinion donnée sur un sujet, tu ne verras dans le monde qui t'entoure que ce qui confirme cette opinion-là. Même en l'inventant parfois. Et en fait, si tu inventes, si tu as une opinion sur toi-même, par exemple, et tu dis, bon, en fait, moi, ouais, j'ai pas trop de leadership, c'est comme ça, on me l'a toujours dit et tout le temps, tu vas juste écouter les signaux qui te renforcent dans cette pensée-là. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu vas tout le temps le confirmer dans ta tête, alors que tu vas ignorer plein d'autres signaux, rouge, bleu, vert, etc., qui te disent, mais non, mais tu peux avoir du leadership dans telle circonstance, auprès de telle personne, etc., etc. Et cette pensée limitante-là, elle est à l'origine en partie du problème qu'on peut avoir avec l'argent si on a une pensée très très limitante sur le fait que ce ne soit pas forcément très noble, quoi. Ok, maintenant je vais parler d'idées. En fait, l'idée c'est un gros mythe parce qu'on passe beaucoup de gens à se creuser la tête sur avoir une idée business. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent tout le temps c'est quoi une bonne idée, comment la trouver, etc. Et en fait, vous vous rendez pas compte à quel point les idées business sont toujours nées dans l'action et pas avant l'action. Et donc, il ne faut pas trop obséder sur ça. Je donne un exemple assez incroyable que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire de McDo, qui n'est pas tech, mais qui est scalable. Pour le coup, il y a un effet de levier qui est gigantesque. C'est que McDo, beaucoup de gens pensent que c'est un business de burger. En fait, c'est un business d'immobilier.
Mais ça n'a pas été ça depuis le début. Le fondateur s'est pas réveillé en disant « Waouh, si je fais des burgers hyper optimisés en process, pas cher du tout, je peux acheter des terrains et les gens, je les oblige à m'acheter ces terrains-là s'ils veulent profiter de cette franchise. » C'est pas réveillé comme ça, en fait. Le gars a rencontré un fast-food un jour, et il y avait 2 frères dans ce fast-food-là qui s'appelaient McDonald's, et il était fasciné par le fait que ces gars-là ont un fast-food qui délivre en 2 minutes un burger. Donc cette fascination lui a fait dire « il y a quelque chose ». Donc il a parlé aux frères McDonald's, il leur a dit « les gars, moi je vais faire exploser le business, je vais en ouvrir d'autres, etc. » Il en ouvre d'autres, il comprend qu'en fait c'est très lent d'ouvrir chaque McDo individuellement. On lui parle des franchises, qu'il ne connaissait pas. Il se dit « ok, je vais tester les franchises ». Ils se rendent compte que les franchisés gagnent trop d'argent, mais lui ne peut pas trop leur prélever, sinon ça défonce le modèle. Mais qu'il ne gagne pas trop parce qu'il prenait 2% de royalties ou quelque chose comme ça. Et un jour, un mec lui dit « mais en fait, ton truc, c'est un truc d'immobilier parce que c'est tellement rentable pour les franchisés que si tu les obliges à te louer ton terrain, nous, on achète le terrain et eux nous payent, on les force à nous payer les mensualités du crédit. Et donc, en fait, ça nous permettra de construire un énorme empire. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros empires immobiliers du monde. Et une grosse partie de la valeur de McDo vient juste des terrains qu'il possède et de l'immobilier qu'il possède. Est-ce que vous pensez que le mec, il avait 50 ans quand il a démarré, qu'il a vu tout ça le jour 1 ? C'est impossible de voir tout ça. Le mec était fasciné par un truc, il a suivi le rabbit hole, il est rentré dans le game, il a pivoté jusqu'à trouver son modèle. Et en fait, des histoires comme ça, il y en a tellement. L'histoire de Airbnb est incroyable parce qu'à un moment, ils sont même passés par vendre des céréales. Vous connaissez l'histoire ? Ok. En fait, ils ont vendu des céréales brandées avec la tête des candidats de la présidence américaine pour se financer tellement ils étaient en train de... À la base, c'était juste des matelas gonflables dans des maisons cheap pour les gens qui n'ont pas d'argent pour aller à l'hôtel. Aujourd'hui, vous avez des maisons de luxe qui sont sur Airbnb, ça concurrence les hôtels et ça n'a rien à voir avec les idées initiales, quoi. Uber, quand ils ont lancé, c'était géré par fichier Excel. Donc il y avait un fichier où il y avait les drivers de la ville et les clients qui voulaient un lift, qui voulaient se faire emmener d'un point à un peu. Et en fait, le mec s'est dit, je verrai après, selon ce test-là, qu'est-ce qu'il faut construire comme app. Et ils sont restés des mois à gérer Uber par Excel. Et ils passaient des coups de fil au chauffeur. Ensuite, ils passaient des coups de fil au mec qui attend. Et il dit, voilà, il va t'attendre à tel coin de rue. Et c'est comme ça qu'ils géraient Uber au début. Et ce pragmatisme-là, c'est important de l'avoir parce que ça peut empêcher beaucoup de gens de se lancer, d'attendre la bonne idée du siècle. Et de faire des études de marché, et des études de concurrence. Ça, c'est très bien pour faire des livrables, pour des investisseurs. Ça, c'est bien, parce qu'ils vont demander de faire ce genre d'exercice. Mais pour vous, c'est complètement inutile, parce que tu ne peux pas savoir à l'avance tout ça. Tu dois avoir une opinion ferme avec laquelle tu commences, mais après, tu vas être très flexible, parce que tu ne sauras qu'en te frottant au marché, en sortant, en parlant aux clients, en voyant ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas, là où tu avais faux, etc., etc. D'où l'importance de l'équipe. Parce que vous voyez à quel point l'idée, au début, elle est insignifiante. C'est pour ça que parler de vol d'idées, c'est complètement... c'est à côté de la plaque, parce que personne ne peut voler une idée qui est aussi basique que le début, parce qu'elle est naïve, elle est superficielle. Et donc, en fait, il n'y a pas de vol d'idées. Vous pouvez parler de vos idées, dire ce que vous avez en tête. En général, si quelqu'un s'arrête entièrement dans sa vie pour faire votre idée, c'est qu'il doit avoir vraiment très très peu d'idées, parce qu'on on se réveille, on a des idées, qu'on ne va pas arrêter notre vie pour voler l'idée de quelqu'un. En général, en plus, le mec qui a cette idée-là, il a des convictions profondes que tu n'as pas. Il a un truc personnel avec cette idée-là, il a vu des choses que tu n'as pas vues, et tu ne peux pas te dire « j'arrête tout », et ça veut dire que tu n'avais pas de projet déjà. Ce qui est bizarre, à partir d'un certain âge, tu ne peux pas avoir 0 projet. En général, tu es dans une dynamique, tu es dans l'action, quoi. Et arrêter tout ça pour voler l'idée de ton pote, n'ayant pas tout ce qu'il a en tête, c'est weird, quoi. Ceux qui le feront ne sont pas assez bons, en fait. Ceux qui voleront des idées n'auront pas le potentiel, ou c'est très 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 rare, de faire un vrai truc. Et toi, quand tu es 0 et que ton pote c'est 0, c'est pas comme si la concurrence de ton pote va t'empêcher de grossir. Parce que vous êtes encore trop petit pour que ça pèse dans le marché, quoi. C'est insignifiant, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir sur les idées, c'est qu'il ne faut pas avoir une idée sexy. Parce que quand tu es dans l'idée sexy, par exemple faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est que tu es déjà dans un truc où il y a tout le monde qui s'est déjà lancé, où il y a beaucoup de cerveaux qui sont en train de bosser dessus. Et quand c'est sexy, c'est aussi peut-être un indicateur que tu es en train de construire quelque chose qui est un peu idéal, élégante pour toi, intellectuellement très satisfaisante,
mais qui n'a aucune réalité terrain. Et donc en fait, il y a Paul Graham qui a un truc très célèbre. Vous connaissez Paul Graham? Certains d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment le nom à retenir, hein. Paul Graham, c'est le ayatollah du Silicon Valley, quoi. C'est le mec... Et le mec, il dit, c'est Y Combinator, c'est le fondateur de Y Combinator. Il dit, chaque année sur Y Combinator, je prends les idées les plus sexy, je les classe, et en fait, j'inverse le classement, et j'ai les boîtes qui vont marcher. Et en fait, les boîtes qui vont marcher, c'est celles qui sont les moins sexy du batch. Et donc, si vous avez beaucoup d'intérêt de journalistes, de trucs comme ça sur votre idée, c'est un red flag, parce que ça veut dire que vraiment, vous êtes dans le piège du sexy. En général, les boring ideas sont quand même les meilleures idées qui existent, parce que ça veut dire qu'il y a peu de gens qui travaillent dessus. Ça veut dire que c'est sûrement un vrai sujet que tu attaques, parce que c'est pas le côté sexiness qui t'a attiré, il y a autre chose qui t'a attiré, etc. Donc, sexy, c'est dangereux dans les idées business. De deux, une idée business, c'est une idée dans laquelle c'est une solution à un problème. Donc, si tu ne règles aucun problème, si tu n'es pas capable de phraser ton idée en mode « je règle tel problème pour tel type de personne », c'est que ce n'est pas une idée business. C'est autre chose. C'est un concept, c'est de l'art, c'est whatever, mais ce n'est pas une idée. Une idée business, c'est que tu devrais être capable juste de dire « je règle tel problème précis qui est pénible pour telle catégorie de population ». Et tu devrais être capable aussi de dire pour qui. Parce que si c'est pour tout le monde, il y a un problème. Ce n'est pas assez précis comme problème. Parce que tout le monde n'a pas... Il y a peu de choses universelles que tout le monde a et sur lesquelles il n'y a pas déjà de grosses boîtes qui travaillent. Vous avez beaucoup plus intérêt à prendre un truc niche et commencer par le problème le plus narrow, le plus réduit possible, et ensuite élargir au fur et à mesure. Parce que c'est plus simple d'attaquer un problème très précis dans lequel le nombre de variables est réduit, dans le nombre de liberté, les degrés de liberté est très faible, et sur lesquels vous avez tellement un type de client précis que vous pouvez parler à ces gens-là et construire un truc pour ces gens-là. Exemple, si vous me dites « je veux régler pour toutes les boîtes de France ce problème-là », c'est trop vague. Vous devriez être capable de réduire ça à 100 boîtes, quoi. C'est-à-dire, OK, les 100 boîtes qui répondent à mes critères, qui sont jeunes, qui ont un fondeur de 25 ans, qui est un peu naïf, je peux lui vendre ça, etc. C'est un critère. Ça peut être un critère de assez vieux, il ne connaît pas le digital, donc je peux lui vendre ça. Et en fait, une fois que vous avez des critères très faibles, ça réduit la complexité de faire un premier prototype. Donc il faut réussir à réduire le risque au max. Et votre problème, c'est que vous êtes jeune, donc vous ne connaissez pas le B2B. Vous êtes un peu condamné à faire quasiment du B2C, en fait. Parce qu'on ne peut pas attaquer une population, un secteur qu'on ignore complètement, parce qu'on ne connaît pas ses problèmes. Soit c'est notre problème à nous quotidien, et on connaît tous les étudiants qui sont comme nous, ils ont le même problème, et c'est une cible, c'est du B2C. C'est Facebook qui a commencé dans une université pour les universitaires, pour les mecs de Harvard. C'était même très précis, Facebook, parce que c'était pour les universitaires de Harvard. Donc remarquez à quel point c'est hyper niche. Il n'a pas commencé en étant le réseau social du monde, hein. Ce n'était pas l'ambition. L'ambition, c'était être le réseau social de Harvard. Ensuite, il a beaucoup hésité pour l'ouvrir à Stanford. Genre, c'était une question cruciale de vie ou de mort. Ensuite, à l'ouvrir à d'autres élites universités américaines. Et ensuite, chaque étape, c'était une grosse question. Est-ce qu'on l'ouvre, on ne l'ouvre pas, etc. Vous voyez à quel point l'idée commence très, très réduite. Et ça, c'est vraiment le modèle des idées qui marche, quoi. Donc B2B, pour vous, c'est un peu chaud, parce qu'en général, ceux qui lancent dans B2B ont vécu le problème qu'ils règlent dans la boîte. Ils ont été en fonction RH, ils ont vu les problèmes RH, ils ont été en fonction achat, en fonction R&D, etc., etc. C'est pour ça que les boîtes B2B tendent à être des boîtes fondées par des gens de 40 ans et plus. Parce qu'il y a un thème, c'est que les gens ont déjà vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans les problèmes dont ils parlent, et ils arrivent à les lancer. Et dernière chose en rapport avec les idées, c'est une idée, c'est un truc où tu sais quelque chose profondément, que les autres personnes, les autres gens que tu connais ne sont pas d'accord avec toi dessus. C'est-à-dire que si tu as une conviction personnelle, parce que tu connais un certain sujet, et cette conviction, tu es sûr que les gens ne sont pas d'accord avec toi dessus, ça, c'est un indicateur de très bonne idée, parce que ça veut dire que tu connais quelque chose, un insight, que très peu de gens ont, sur lequel tu peux bâtir. Un insight, par exemple, c'est quand un mec vient te dire « je te pitch Uber ». Il n'y a pas Uber encore. Ça paraît pas évident comme idée, parce que tu te dis « il y a déjà des taxis, en fait. Qu'est-ce que ça change ?» Et lui, il a une conviction profonde. C'est un détail. Ça peut être une conviction du style « je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de taxi alors qu'ils pourraient, parce que c'est pénible d'attendre dans la rue ou d'appeler avec le prix d'approche, etc. » Si le mec arrive vers toi sans payer de prix d'approche, c'est gratuit, alors beaucoup de gens utiliseraient Uber. C'est une conviction très
contrarienne, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens vont te dire non, c'est pas possible. Mais si toi, tu as des éléments qui te font dire que c'est possible, ça, c'est l'indicateur d'une excellente idée parce que ça veut dire qu'il y a peu de gens qui réalisent ça, sur lesquels, du coup, tu peux jouer pour lancer ton truc, quoi. Mais quand même, au final, l'opportunité, c'est pas l'opportunité qui ramène l'action, c'est l'inverse. Parce que les gens pensent qu'ils doivent agir quand il y a une opportunité qui leur arrive du ciel. En fait, c'est l'action qui ramène l'opportunité. Donc, en général, il ne faut pas se coincer avec l'idée, parce qu'une fois que tu démarres sur quelque idée que ce soit, ça va te créer tellement d'opportunités que la bonne idée va arriver toute seule. Parce que ça va te faire bosser en groupe dans ton école, parce que ça va te faire des recherches, des apprentissages, parce que ça va te donner une dynamique, ça va te faire sortir de l'école pour parler au monde extérieur. Et un jour, sur toutes ces rencontres-là, tu tomberas sur un truc qui sera évident pour toi. En fait, il ne faut pas se bloquer, il faut vraiment être biaisé vers l'action et pas être biaisé vers la réflexion. Et c'est vrai que quand on est ingénieur, on a un cerveau très conceptuel, on aime bien les concepts, réfléchir, tu vois. Et en fait, les gens qui réfléchissent le moins sont ceux qui marchent, parce que réfléchir sans l'action, c'est un énorme défaut, en fait. Et je le vois énormément chez les types qui ont une capacité d'abstraction très forte, parce qu'ils utilisent leur abstraction et restent dedans, en fait. Donc ça, c'est important à savoir. Un élément qui va vous... Je vais vous parler de croissance, parce que c'est un élément qui est particulier au moment de tech, et qui est hyper puissant par rapport à tous les autres business que vous pouvez connaître. Mais en fait, pour vous illustrer ça, vous connaissez tous l'exponentielle, mais je pense que vous ne réalisez pas dans la vraie vie ce que veut dire exponentielle. Du coup, j'ai une de mes questions favorites, c'est est-ce que tu prends, si je te file 1 million d'euros tout de suite, est-ce que tu prends ça versus une pièce d'1 euro qui se dédouble tous les jours? Et surtout, combien de temps une pièce de 1 euro se dédoublerait tous les jours, atteindrait 1 million d'euros, quoi. C'est plus safe de prendre 1 million et pas attendre longtemps. Et la question, c'est combien de temps ça prend, en fait? Donc, si tu fais... je vais prendre en mode avancé, là. Si tu fais 2 puissance, je sais pas moi, 4 jours, on va dire, tu es encore sur du très faible. Donc, tu vas être 16, ensuite 32, etc. etc. C'est comme ça qu'une pièce va se dédoubler, OK? Donc, je vais mettre 2 semaines. Donc, sur une semaine, on est encore très faible. Si je mets 2 semaines, je vais mettre 15 jours. En fait, je suis à 32 000. Donc, au bout de 2 semaines, la pièce qui se dédouble, elle est encore à 32 000 euros. On se dit, on est encore loin quand même d'1 million. Combien faut-il encore d'itérations pour que ça arrive à 1 million? Donc, je vais faire 3 semaines. Ça commence à être beaucoup, 3 semaines, mais c'est faible, 3 semaines. C'est vraiment... on le sent, 3 semaines. Humainement, intuitivement, je sais ce que c'est 3 semaines à peu près. Je sais qu'il y a 3 semaines, à peu près ce que je faisais. Et en fait, je suis déjà à 2 millions. En 3 semaines, je suis arrivé à 2 millions d'euros, alors que j'étais à 32 000 en 2 semaines. C'est quand même bizarre parce que intuitivement, j'arrive pas à le sentir. Tu vois, j'arrive pas à me dire, quand je vous ai posé la question, je me disais pas en 3 semaines, le 1 euro qui se double tous les jours, genre ça devient 2, ensuite 4, ensuite 8, ensuite 16. Putain, c'est loin. Et en fait, en 3 semaines, j'ai déjà dépassé le million. Et là, si je fais un mois, c'est là où c'est spectaculaire. Si je fais un mois, je suis à 1 milliard. Donc je suis passé de 2 millions en 3 semaines et je rajoute une semaine et quelques, et je suis à 1 milliard. Bon, on est tous ingés, on sait ce que c'est qu'une exponentielle sur le papier, on sait la dériver, la manipuler, le truc, etc. Mais est-ce que vous sentiez vraiment, intuitivement, qu'une pièce d'1 euro qui se dédouble serait à 1 milliard au bout de quelques semaines? Est-ce que vous... C'est pas intuitif, parce qu'on n'est pas fait pour penser à l'exponentielle intuitivement. On est fait pour penser linéaire, ça c'est naturel, on peut intuiter de la linéarité. Je peux vous dire, ok, si j'ai, je sais pas, 5 vaches aujourd'hui et que j'en ai 5 à chaque fois de plus toutes les semaines, vous pouvez vous dire que c'est pas 1 milliard au bout d'1 mois. C'est pas possible. Mais l'exponentielle, elle n'est pas du tout intuitive. Même quand on est ingé et qu'on a bouffé ça pendant des années, dans tous les sens, ça reste des formules. Mais l'exponentielle, elle n'est pas intuitive. Et du coup, pourquoi je vous en parle? Parce que cette expérience-là de dédoubler, elle peut vous donner une idée de ce qu'on appelle le compound effect. Le compound effect, c'est l'effet d'intérêt composé en français. Ce n'est pas un terme hyper cool, mais ça veut juste dire que si tu as une exponentielle... Alors, ce n'est pas sur 2, hein, l'exponentielle, elle doit s'appliquer sur, par exemple, 7%. Donc, c'est 1,07 exponentielle quelque chose.
Si tu fais 0,7, si tu fais 7% par semaine, ça semble peut-être faible, mais c'est énorme au bout d'un an. Au bout d'un an, ça fait peut-être fois 30 ou fois... Enfin, si tu as un business qui commence à 1000 balles par mois et que tu crois que de 7% par semaine, c'est très différent que si tu crois de 5% par semaine. En fait, à un moment, ça prend une distance énorme entre les deux, alors que c'est que 2 points weekly. Donc en fait, 7% par semaine, c'est x30. C'est que tu commences à 1000 euros par mois au début, tu finis par 30 000 euros à la fin de l'année, en faisant cette petite croissance mensuelle. Alors elle n'est pas petite, c'est quand même beaucoup 7%, on ne s'en rend pas compte. Mais la seule chose à faire dans le business entre 0 à 1, quand ta boîte elle est dans le 0 to 1, c'est juste que toutes les semaines, tu dois te demander comment je fais 7% la semaine d'après. C'est ton seul agenda. Tu n'as pas un autre agenda. Tu n'as pas de logo à faire, de business plan, de presse, de faire parler Le Monde ou Le Figaro sur toi, etc. Tout ça, c'est du bullshit par rapport à faire tes 7%. Donc si 7% passe par aller sur Le Figaro, ok, c'est rare. Hein. C'est rare que tu fasses quoi que ce soit avec un article du Figaro. J'en ai fait plein des articles. J'ai jamais eu aucun pic. Donc ça sert à rien. C'est que pour l'ego, pour les potes, pour la famille, c'est cool. Donc laisse-le pour l'année 2, l'année 3, et au début, fais que tes 7% weekly. Quand tu grossis assez, 7% weekly, ça devient impossible. C'est trop... Là, tu passes à 7% par mois. 7% par mois, c'est doubler de business tous les ans. Donc, ça reste très gros. C'est-à-dire que tu as un business qui fait 5 millions, tu le doubles, l'année d'après, c'est 10. En un an, passer d'une boîte de 5 à 10, c'est monstrueux. C'est rare des startups parisiennes qui font doubler tous les ans, en fait. Et si tu doubles tous les ans et que tu fais 20-30 millions par an, tu es sur le road to 1 billion. Tu es sur le road to 1 milliard. Parce qu'au bout de quelques années, ça peut être long, mais 1 milliard, c'est quand même beaucoup. Ça peut valoir le coup d'attendre quelques années pour atteindre ça. Donc doubler tous les ans, c'est très dur. Mais c'est que 7% mensuel. Donc quand on le regarde comme ça, quand on se dit quelles sont les actions que je fais ce mois pour que le mois d'après, mon chiffre soit 7% supérieur, ça te priorise tes actions. Si tu te demandes comment prioriser mes actions, est-ce que je fais du produit, du développement? Tu sais, tu as des ingénieurs qui passent 2 ans à développer leurs produits, quoi. C'est énorme. C'est vraiment... Il y a peu de produits qui justifient de passer 2 ans dessus. Hein. Je vous raconte l'histoire de Dropbox. Dropbox, quand ils ont lancé, ça leur coûtait 1 million pour développer Dropbox. Ils n'avaient pas 1 million. Donc ils se disent, on va faire une vidéo qui simule le fait que Dropbox existe. Et on va faire une pub pour balancer cette vidéo-là. Elle était assez virale, elle a marché même organiquement. Et on va voir le nombre de gens qui s'inscrivent. Et donc, ça a tellement explosé en nombre d'inscriptions parce que les gens ont identifié que c'était un vrai problème que Dropbox solutionnait, qu'ils sont partis montrer aux investisseurs juste ce slide, un seul slide, le nombre d'inscrits par jour. Et là, tu es investisseur, tu vois le nombre d'inscrits par jour, tu files le million. Mais ils n'ont pas passé leur temps à développer la moitié d'un prototype ou le quart d'un prototype, etc. Ils ont fait l'action la plus importante pour... Et en fait, on ne se rend pas compte, Dropbox, c'était beaucoup de dev, parce qu'il y avait des aspects de sécurité, des aspects de confidentialité, etc. Et très peu de produits nécessitent 1 million dès la première année, en fait. Alors là, aujourd'hui, avec OpenAI, l'effet de levier est encore beaucoup plus fort, parce que tu peux faire du code plus vite, peut-être 70% moins cher que le code que tu faisais avant, si tu es smart. Donc en fait, ça ne justifie pas que tu passes 2 ans sur du développement. En fait, la seule idée, c'est comment